Salut à toutes et à tous. Alors, les listes en Python, on commence à bien les maîtriser, pas vrai? C'est une super base. Mais pour vraiment progresser en NSI et arriver serein aux épreuves du bac, il faut qu'on ajoute de nouveaux outils à notre panoplie. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 structures de données qui sont absolument fondamentales. Elles vont rendre notre code non seulement plus puissant, mais aussi beaucoup plus malin. On va parler des ensembles, des tuples et des dictionnaires. Allez, accrochez-vous, on passe au niveau supérieur. Alors voilà notre programme du jour. On va démarrer avec un petit défi, un classique, le paradoxe des anniversaires. Vous allez voir, ça va vite nous montrer les limites des listes. Ensuite, on va débloquer nos 3 power-up, les ensembles, les tuples et les dictionnaires. Après ça, on mettra tout en pratique sur un cas concret, une analyse de texte, un exercice typique de ce qu'on peut vous demander. Et bien sûr, on finira avec une fiche de révision spéciale bac pour que tout soit bien clair. C'est parti! Bon, on commence avec un petit défi pour s'échauffer. C'est un cas d'école qui illustre à la perfection pourquoi les listes, même si elles sont super utiles, ne sont pas toujours la meilleure solution. Alors, à votre avis, spontanément, on se dit que la probabilité est toute petite, non? 10%, peut-être 20%? Eh bien, la réponse est assez folle. Il y a plus de 50% de chance. C'est totalement contre-intuitif. Maintenant, la question qui nous intéresse, nous, en tant qu'informaticiens, c'est comment on pourrait coder un programme pour vérifier ça de manière efficace. Notre premier réflexe, ce serait d'utiliser une liste, évidemment. On met les 23 dates dedans, et puis on compare la première date avec les 22 autres, la deuxième avec les 21 qui restent, et ainsi de suite. Si on fait le calcul, ça nous fait un total de 253 comparaisons. Bon, pour 23 personnes, à la limite, ça passe. Mais imaginez avec 100 personnes. Le nombre de comparaisons explose. Ce n'est pas du tout une solution optimisée. Il nous faut une approche bien plus intelligente. Et c'est là qu'arrive notre premier power-up. Pour résoudre notre problème d'anniversaire, l'outil parfait, c'est l'ensemble. Son super pouvoir, l'unicité. Il est conçu pour ça. Un ensemble en Python ou un set, imaginez-le comme un sac magique. On peut jeter des objets dedans, mais il y a 2 règles d'or. La première, chaque objet est unique. Si vous essayez de remettre un objet qui est déjà, le sac l'ignore tout simplement, pas de doublon. La deuxième règle, les objets sont en vrac, sans ordre précis. On ne peut pas demander le 3e objet du sac. Par contre, on peut demander est-ce que tel objet est dans le sac? Et là où c'est magique, c'est que la réponse est quasi instantanée. Et voilà la solution. Regardez cette fonction doublon. Elle est d'une simplicité et d'une élégance. Waouh! On crée un ensemble vide qu'on appelle S. Puis, pour chaque date de notre liste, on se demande est-ce que cette date est déjà dans mon ensemble S? Si la réponse est oui, c'est gagné, on a trouvé un doublon, on retourne trou. Sinon, on ajoute la date à l'ensemble et on passe à la suivante. C'est simple, c'est clair et surtout c'est ultra rapide comparé à nos 253 comparaisons. Mais attention, et ça c'est une leçon très importante en programmation, chaque outil a ses limites. Si vous essayez d'accéder à un élément d'un ensemble en utilisant un indice, comme S2, eh bien Python va vous dire non, il lèverait une erreur, un typer error. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, un ensemble n'est pas ordonné. Il n'y a pas de premier, de deuxième ou de troisième élément. C'est le petit sacrifice à faire pour obtenir cette vitesse de recherche incroyable. Parfait. On sait maintenant comment gérer l'unicité de manière efficace. Passons à un autre problème très courant. Comment faire pour regrouper des informations qui vont ensemble? Par exemple, le nom, le jour, le mois et l'année de naissance d'une même personne. Alors la très mauvaise idée, ce serait de faire 4 listes séparées, une pour les noms, une pour les jours, etc. On se dirait que l'élève à l'indice 5 dans la liste des noms, c'est le même que celui à l'indice 5 dans les autres listes. Mais imaginez qu'on trie la liste des noms par ordre alphabétique. Patatras, comme on le voit sur le schéma, tout est décalé, les données ne correspondent plus à rien. C'est le chaos assuré. Il nous faut un moyen de lier ces informations de façon solide. Et la solution, c'est notre deuxième power-up, le tuple, ou NUplet en français. Pensez à un tuple comme à une sorte de conteneur, une boîte scellée. On met des éléments dedans, dans un ordre bien précis, et une fois que la boîte est fermée, on ne peut plus rien changer. C'est parfait pour stocker des données qui forment un tout et qui ne sont pas censées être modifiées comme une fiche d'identité. Par exemple, Léonard 15 4 1450. Et cette diapositive, elle le montre parfaitement. Si on essaye de modifier un élément d'un tuple, par exemple en écrivant x plus 1 égale 16, Python nous arrête tout de suite avec un type error. Le mot-clé à retenir, c'est immuable. Un tuple est immuable. C'est une garantie de sécurité super importante. Ça veut dire que les données qu'on y met sont protégées contre toute modification accidentelle. Bien, on a donc l'unicité avec les ensembles, on a les données groupées et protégées avec les tuples. Il nous manque un dernier outil qui est sans doute le plus puissant et le plus flexible de tous pour accéder à nos données de la façon la plus naturelle qui soit. Le tuple, c'est déjà un énorme progrès par rapport aux listes parallèles, on est d'accord. Mais il y a encore un petit souci. Dans notre tuple, Léonard 15 4 1452,
Il faut se rappeler que l'année est à l'indice 3, le mois à l'indice 2, c'est pas super lisible et c'est une source d'erreur. Et si on pouvait donner des noms à nos données, au lieu de devoir mémoriser des numéros d'indices? Et voici le dictionnaire, notre troisième et dernier power-up. L'analogie parfaite, c'est une commode avec des tiroirs étiquetés. Chaque tiroir a une étiquette unique, c'est la clé, et il contient quelque chose, c'est la valeur. Pour retrouver un objet, on ne compte pas les tiroirs, on lit l'étiquette. Un dictionnaire, c'est exactement ça. Regardez la syntaxe. Virgule, nom Léonard, jour 2.15, mois 2.4, année 2.1452. Avouez que c'est bien plus clair, non? Et bien sûr, comme pour nos autres outils, il y a des règles. Si vous essayez d'ouvrir un tiroir avec une étiquette qui n'existe pas, comme BART ici, Python va lever une erreur, une key error. Ce n'est pas un bug, attention, c'est une fonctionnalité de sécurité. Le programme nous prévient « Hey, tu cherches une information avec une étiquette que je ne connais pas ». Ça nous évite des tonnes d'erreurs silencieuses qui sont un cauchemar à retrouver. Ok, maintenant qu'on a nos 3 power-ups en poche, il est temps de les combiner pour une mission finale. C'est l'épreuve du feu, le boss de fin de niveau si vous voulez. Voici le défi. On va analyser un livre entier, un classique de Jules Verne. Et notre objectif, c'est de compter combien de fois chaque mot apparaît dans le texte. C'est une tâche fondamentale en traitement du langage naturel, et c'est un problème qui se résout magnifiquement bien avec notre nouvel outil préféré, le dictionnaire. Jetons un œil à la logique d'E-code. Elle est d'une beauté et d'une efficacité redoutables. On commence avec un dictionnaire vide. Ensuite, pour chaque mot du texte, on se pose une seule question. Est-ce que ce mot est déjà une clé dans mon dictionnaire? Si oui, ça veut dire qu'on l'a déjà vu. Alors on récupère son compteur, sa valeur, et on lui ajoute 1. Sinon, c'est la première fois qu'on le croise, donc on l'ajoute comme une nouvelle clé dans le dictionnaire avec la valeur 1. Et c'est tout. Le dictionnaire gère toute la complexité pour nous. C'est génial. Et une fois que notre programme a tourné sur tout le livre, on obtient des résultats concrets et intéressants. Par exemple, on découvre que le mot de 7 lettres le plus fréquent est Phileas, le nom du héros, qui apparaît 316 fois. Voilà une application très concrète et puissante de ce qu'on vient d'apprendre. Bravo! Le boss est vaincu. Maintenant, on va consolider tout ça avec une fiche de révision, taillée sur mesure pour le bac. C'est le moment de s'assurer que les idées sont bien en place dans notre tête. Voilà le tableau à connaître par cœur. C'est la carte d'identité de chaque structure. La liste, c'est notre couteau suisse de base. Elle fait tout. Le tuple, c'est la liste en mode lecture seule, non modifiable, pour la sécurité. L'ensemble, c'est le spécialiste de l'unicité, ultra rapide pour vérifier une présence. Et le dictionnaire, c'est le champion de l'accès par étiquette, par clé. Le jour de l'épreuve, ce tableau doit être une évidence. Et pour finir, quelques conseils en or pour l'épreuve. Le plus important, ce n'est pas seulement de savoir utiliser ces outils, mais de savoir expliquer pourquoi on les a choisis. J'ai choisi un tuple car ces données sont fixes et ne doivent jamais être modifiées. J'ai utilisé un dictionnaire pour avoir un accès direct et lisible aux informations. Justifier ses choix, c'est ça qui fait la différence le jour du bac. C'est la marque d'un raisonnement solide. Et je vous laisse avec cette question. Maintenant que vous avez ces super pouvoirs de programmation, à quoi pourriez-vous les appliquer? Gérer l'inventaire dans un jeu vidéo? Analyser les hashtags sur un réseau social? Modéliser un carnet d'adresses intelligent? Les possibilités sont littéralement infinies. C'est à vous de jouer, maintenant.